Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission internationale de TV5 Monde avec RFI et le journal Le Monde. Très heureuse de vous retrouver sur ce plateau. Aujourd'hui, nous prenons la direction de l'Allemagne avec notre invitée Franziska Brantner. Le combat pour la planète, c'est son affaire. Députée Les Verts au Bundestag, à l'Assemblée parlementaire allemande depuis 2013. Elle a, dès son plus jeune âge, milité aux côtés des écologistes. Elle parle français, anglais, espagnol et allemand, bien sûr. Elle a l'Europe chevillée au corps. Avant de la rejoindre pour parler de l'actualité internationale, je vous propose d'écouter une toute jeune fille, une adolescente. Elle a 16 ans, elle est suédoise. Et elle a fait, elle aussi, de la lutte contre le réchauffement climatique son cheval de bataille. Elle s'appelle Greta Thunberg. Elle est incollable sur les questions d'environnement. À Stockholm, la capitale suédoise où elle est scolarisée, elle a lancé à la fin de l'été dernier une initiative, un jour de grève de l'école pour le climat. Depuis, son mouvement essaime dans le monde entier. Greta Thunberg a rencontré les grands de ce monde à la COP24 en Pologne en décembre dernier, où elle a prononcé un discours très remarqué. Un extrait. Vous parlez de croissance économique verte et durable parce que vous avez peur d'être impopulaire. Vous parlez de poursuivre les mêmes mauvaises idées qui nous ont mis dans cette situation, alors que la seule réaction logique est de tirer le frein à main. Notre biosphère est sacrifiée pour que des personnes riches, dans des pays comme le mien, puissent vivre dans le luxe. Ce sont les souffrances du plus grand nombre qui payent pour le luxe de quelques-uns. En 2078, je fêterai mes 75 ans. Si j'ai des enfants, peut-être qu'ils passeront cette journée avec moi. Peut-être qu'ils me demanderont de parler de vous. Peut-être qu'ils me demanderont pourquoi vous n'avez rien fait, alors qu'il était encore temps d'agir. Vous dites que vous aimez vos enfants par-dessus tout, et pourtant vous volez leur futur devant leurs yeux. Bonjour, Franziska Brantner. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être venue jusqu'à nous pour participer à cette émission. Les mots de cette toute jeune fille, Greta Thunberg, est-ce qu'ils font écho à ce que vous ressentiez, vous, il y a 25 ans, quand vous aviez son âge ? Oui, ça me touche vraiment quand je l'écoute et quand je la vois, ce sentiment d'urgence, de volonté d'action et d'impatience de ne pas comprendre pourquoi les adultes n'agissent pas. Ça, je connais très très bien. C'était le sentiment que j'avais quand j'avais 14, 15, 16 ans. À l'époque, c'était la pluie acide, c'était nos forêts qui mourissaient, c'était les essais nucléaires, c'était... les OGM, je crois. Les OGM. Du coup, je connais ce sentiment de pourquoi vous faites rien et moi je veux agir, cette détermination. Mais qu'est-ce qu'ils traduisent ces mots selon vous? De la peur? C'est d'un côté la peur de savoir que la nature meurt autour de nous et que ça change notre futur, que la base quand même de notre vie c'est la nature, c'est notre planète, on n'en a pas de deuxième planète. C'est d'un côté c'est la peur, mais aussi cette volonté d'action, de faire quelque chose, c'est de ne pas rester dans l'inaction, comme elle fait. Je comprends très très bien. Alors, avant de poursuivre cet entretien, Franziska Brantner, je vous propose de revenir sur le chemin parcouru par votre formation politique, les Verts allemands, les Grünen, comme on dit, avec ce focus d'Antoine Delpierre et Marco Mornil. Comme ce jour-là, lorsque vous prenez la parole au Bundestag, votre assurance, votre parcours, vos combats racontent la fulgurante ascension de votre parti. Comme vous, Franziska Brantner, à presque 40 ans, les Verts Alliance 90 sont devenus incontournables. Oubliez les défaites des années 90. Enchaînant les succès dans les urnes et les alliances pragmatiques, les Verts se sont installés en quelques années, et sans heurts, au cœur du jeu politique allemand. Et pourtant, qui aurait pu prédire cette irrésistible ascension? Car au début, les Grünen, c'était plutôt ça. Jeans, baskets et cheveux longs à la Joschka Fischer. Le parti fondé en 1980 sur des fondations écologistes et pacifistes, tendance révolutionnaire, est celui des jeunes, pleins d'idéaux. Et à 17 ans, vous en êtes déjà. À cette époque, les Verts sont encore les écolos de service, la génération 68, antinucléaire, anticapitaliste. Études aux États-Unis et à Sciences Po Paris, votre avenir se dessine avec eux.
Je ne sais pas toujours quel poste j'aurai, mais je sais que même d'ici 10 ans, je vais me battre pour les valeurs dans lesquelles je crois. Alors direction Bruxelles d'abord pour l'ONU et la défense des femmes, puis au Parlement européen où vous êtes élu en 2009. À votre image, le Grüne Partei a déjà bien changé. Les Verts sont aux manettes dans plusieurs Länder grâce à des alliances, ces fameuses coalitions à l'allemande. Et au sein du parti, les Realos, les réalistes, se sont imposés face aux Fundis les plus radicaux, déplaçant la ligne plus au centre. L'esprit est toujours là, mais désormais les Verts sont convertis à l'économie de marché. Ils s'attardent sur les questions sociales, l'éducation, la sécurité, la place des femmes, dossier qui vous tient à cœur. Résultat, contrairement aux partis traditionnels, les Grünen ont évolué avec leur électorat. Ils vous ressemblent, Franziska Brandner, diplômé, urbain, sensible aux questions environnementales, mais pas que. La terreur des bourgeois est devenue un parti de néo-citoyens pragmatiques, à l'aise en basket comme en costard-cravate, sur les réseaux sociaux comme sur les plateaux télé. Mais à la veille d'échéances électorales cruciales, saurez-vous vous imposer comme une force politique capable de gouverner au plus haut niveau dans votre pays et d'être en Europe une alternative au populisme? Ah, vous aimez encore l'Allemagne ou plus du tout? Voilà la réponse. Franziska Brandner, Philippe Ricard du journal Le Monde et Sophie Malibaud de RFI nous ont rejoints. On va dans quelques instants parler de votre pays, de l'Allemagne, de l'Europe. Mais j'aimerais, pour commencer cet entretien, nous aimerions entendre votre réaction à ce mouvement des Gilets jaunes qui se mobilisent et manifestent en France depuis plus de 3 mois maintenant. Pour nous, en Allemagne, on a encore un peu de mal à cerner ce mouvement. Il y a des reportages, bien sûr, et on n'a pas encore très bien compris, est-ce que c'est un mouvement de gauche, de droite, ça sort d'où, qui est un leader, etc. Du coup, en Allemagne, il y a plutôt une attente de voir qu'est-ce qui en sort. Mais moi, mon analyse, c'est qu'à la base, en France, il y a une injustice sociale grandissante, un problème des services publics, etc. Et qu'à la fin, ce qui était les actions écologiques, c'était un peu la goutte d'eau qui faisait verser le vase d'eau. Déborder le vase. De déborder le vase d'eau. Du coup, je pense que ça montre bien pour nous que l'écologie et le social, ça doit aller vraiment de pair et de pair. Si on fait l'écologie sans la justice sociale, ça ne marche pas. Du coup, pour nous, ça, c'est quelque chose de très important, ce qu'on en tire de ce mouvement des Gilets jaunes. Et j'espère qu'ils ne vont pas être récupérés par l'extrême droite ou d'autres extrêmes, mais qu'ils tiennent ce discours. En Allemagne, pourtant, les partis comme l'AfD, un parti d'extrême droite, essayent d'importer le mouvement des Gilets jaunes sur le territoire allemand. Pour l'instant, avec peu de succès. Comment vous expliquez que ça ne prenne pas vraiment en Allemagne? Il y a les mêmes enjeux de transition écologique, etc., et de difficultés sociales. Mais les Allemands sont moins révolutionnaires. Du coup, ça leur fait un peu peur de voir les images de violence. C'est pas très attirant pour les Allemands à la base. Alors, je pense que les enjeux sont assez similaires, mais le mode d'action est différent. Du coup, je pense que c'est ça le mal pour l'extrême droite. D'ailleurs, aussi l'extrême gauche qui essaie d'en profiter en Allemagne. Le mouvement Debout. Debout, voilà, Aufstehen, de Wagenknecht. Cette question de la violence, elle fait débat aussi en France beaucoup, notamment la violence policière, puisque c'était le thème des dernières manifestations, puisqu'il y avait les blessés en première ligne des manifestations. Je voudrais savoir quel est le regard que vous portez sur la façon dont les forces de l'ordre gèrent ce mouvement, parce qu'en Allemagne aussi, même si ce ne sont pas des gilets jaunes, il y a eu des manifestations violentes. C'est arrivé. Alors comment est-ce que quel regard est-ce que vous portez sur cette façon de réprimer les manifestations en France? Ce qui m'avait choqué, c'était l'image des élèves dans la cour, un peu comme Al-Qaïda, etc. Ça, je me suis dit, oulala, dans une démocratie, a priori, on ne traite pas les élèves comme ça, les jeunes. Du coup, ça, je me disais, c'est pas une bonne réaction de l'état de droit vis-à-vis les jeunes. Du coup, j'espère qu'on reviendra à plus de proportionnalité ou de plus de faire attention à quels outils on utilise. En Allemagne, on a plutôt le problème que les forces d'ordre, surtout en Allemagne de l'Est, ne réagissent pas suffisamment aux violences de l'extrême droite. C'est là où nous, on demande plus d'état de droit, plus de réaction. Quand les gens font le salut de Hitler, quand ils battent ou poursuivent les gens blacks dans les rues, nous, c'est plutôt, on appelle à plus d'intervention. C'est un peu l'inverse en Allemagne.
Alors, pour poursuivre cet entretien, mais sans rester forcément sur cette question des Gilets jaunes, mais le président français Emmanuel Macron, qui s'est voulu le fer de lance du renouveau européen, est-ce que sa parole, compte tenu de ce qui se passe en France aujourd'hui, vous avez l'impression qu'elle se démonétise un tout petit peu sur la scène européenne? J'ai l'impression que ceux qui ont toujours opposé les projets européens de Macron, ils sont très contents que maintenant il y a des problèmes en interne. Ils me disent, mais tu vois Francesca, de toute façon, c'est pas un mec qui arrive à faire quoi que ça soit, tout de suite elle a son opposition. Du coup, on avait bien fait de ne pas miser notre pouvoir politique sur Macron et de faire des projets avec lui. Vous pensez à quelle force politique, là, de ceux qui ne voulaient pas... Vous avez des noms, concrètement parlant? Bon, en Allemagne, c'est clair que, je veux dire, un budget de la zone euro, plus de solidarité financière en Europe, c'est ce que voulait Emmanuel Macron. Ce que voulait Emmanuel Macron, plus de démocratie au niveau européen, un contrôle aussi parlementaire de la zone euro, etc. Ça ne fait pas rêver les conservateurs en Allemagne, ni les libéraux, hein, c'est clair. C'est pas leur vision de l'Europe ou de la zone euro. Mais il y avait aussi, de la part des Verts, certains doutes par rapport à ce mouvement qui a porté Macron au pouvoir, à savoir La République En Marche. Je crois que le leader des Verts s'est montré plutôt sceptique par rapport au fait d'agir comme ça avec une force nouvelle qui ne soit pas issue des partis classiques. Mais si je soutiens les projets européens de Macron, c'est pas du tout à dire que je suis à 100% derrière Macron. Je pense qu'à l'interne, il y a des vraies questions à poser et moi je tiens à cœur notre parti partenaire en France. Mais ce qu'il faut voir, c'est les projets... L'Europe Écologie Les Verts. L'Europe Écologie Les Verts. Et je connais très bien Dany, etc. et d'autres. On a travaillé ensemble. Du coup, je tiens avec Yannick Jadot, qui est quelqu'un d'exemplaire et très, très bien. Du coup, pour moi, c'est une question de ces projets européens où il a poussé, il a essayé de faire bouger l'Europe. Hein, ce qu'il faut en ce moment, quand même. Hein. Si on reste au statu quo, ça va s'en défaire. Et du coup, ça, c'était très triste qu'en Allemagne, on a bloqué Macron pendant 1 an. On n'a rien fait. À chaque fois, on a dit... oui, la prochaine fois, chérie, etc. On a utilisé des mots très, très sympas, mais il n'y avait rien derrière. Mais parce que vous Franziska Brandner, vous avez joué un vrai rôle hein, dans la relance de cette dynamique, si on peut dire, même si pour certains elle est symbolique franco-allemande. En novembre 2017, vous avez été une des 3 députées en Allemagne avec un de vos homologues du FPD et un autre de la CDU à appeler à cette relance et vous faisiez, franco-allemande, vous faisiez écho au discours de la Sorbonne d'Emmanuel Macron. Et puis il y a eu ce traité. Signé le 22 janvier dernier, ce traité franco-allemand à Aix-la-Chapelle. Est-ce qu'il y a eu, ce qui nous intéressait, il a été assez critiqué en France et même il y a eu beaucoup de fausses informations qui ont circulé ici. Est-ce qu'il y a eu le même ressenti en Allemagne quand il a été signé ? Oui, c'était d'ailleurs assez similaire. Ici, en France, c'était Le Pen qui disait « on abandonne l'Alsace à l'Allemagne ». De notre côté... Et pas seulement, hein, Dupont-Aignan aussi. Aussi Lorraine, etc. Ouais. Voilà. Parler qu'on a abandonné notre siège aux Nations Unies. Et du en faveur d'Allemagne. Oui, alors que c'était pas du tout dans le traité. Et de l'AfD, l'extrême droite au Bundestag, disait la même chose, mais en disant on abandonne notre destin à la France, on se met à genoux devant la France, devant Macron, on cède tout, on abandonne notre Grundgesetz, notre constitution, etc. Du coup, c'était un peu la même chose, mais du côté allemand. Du coup, mais qu'est-ce que vous en pensez de ce traité, au fond, vous qui travaillez là-dessus, qui au Bundestag aussi avez joué un rôle pour essayer de rédiger un accord entre les 2 assemblées, Assemblée nationale et Bundestag. Vous trouvez que ce traité franco-allemand est quand même intéressant ou tout est acheté, si j'ose dire? Trop symbolique, ouais. Je trouve qu'il est assez bien sur le transfrontalier. Et ça, c'est important pour les citoyens dans cette région. Je veux dire, très concrètement, les crèches, est-ce qu'on prend un standard pour le nombre de maîtresses allemands ou français? Moi, je pense qu'il faut toujours prendre le meilleur. Mais voilà, ça, c'est tout à faire. Pour le transfrontalier, il y a des avancées. Mais surtout, les projets pour faire avancer l'Europe, il n'y a rien. C'est des belles promesses, sans des projets concrets. Et ce qui est décevant, que l'année dernière, en 2018, on avait un accord, une résolution commune entre le Parlement français et le Parlement allemand,
où on avait des objectifs beaucoup plus concrets. Je veux dire, sur une harmonisation des taxes sur les entreprises pour lutter contre la fuite fiscale, etc. Du coup, on avait des projets plus concrets, un mandat pour les gouvernements plus ambitieux. Ils n'en ont rien fait. Pourquoi à votre avis, pourquoi ? Je pense que ça jouait beaucoup aussi du côté allemand. Le gouvernement allemand qui a freiné, et surtout sur tout ce qu'il y a écologie, sociale, économie, a enlevé les détails. Malheureusement, c'était un gouvernement qui n'est pas ambitieux. En fait, pourquoi ? C'est que Mme Merkel ne fait pas confiance à M. Macron, alors qu'il a quand même fait beaucoup pour essayer de tendre les bras au gouvernement allemand. À quoi c'est dû ? C'est la majorité conservatrice à la CDU, qui est pourtant alliée au SPD dans la grande coalition, qui ne font pas confiance aux majorités françaises ? Mais vous savez, c'est aussi le ministre des Finances qui est de la SPD qui n'a pas joué qu'un rôle positif. Du coup, ce n'est pas juste les conservateurs de la CDU, c'est M. Scholz. Et je pense que c'est aussi un peu lié à une peur de l'AfD, une peur avant les élections de l'extrême droite allemande, de dire c'est pas acceptable en Allemagne. C'est un manque de volonté d'expliquer aux Allemands que notre richesse dépend aussi des autres et qu'on ne la gardera que si on investit ensemble et qu'on vit ensemble sur cette Europe. Du coup, il y a un manque de volonté d'expliquer aussi le populisme en Allemagne, etc. Du coup, je pense que c'est un enjeu majeur pour les Allemands. Et bien sûr, il y en a aussi qui sont convaincus que ce n'est pas la bonne voie à prendre. Hein. Je ne veux pas prétendre qu'il n'y a pas une vraie idéologie. Franco-allemand, la voie européenne, vous voulez dire ou... Non, mais il y a aussi au sein des partis des libéraux, des conservateurs, des convaincus du libéralisme, néolibéralisme, de l'austérité, etc. Ils y croient encore. Hein. Alors, il y a toujours encore des économistes... Parce que l'Allemagne défend le fait de ne pas vouloir payer pour le reste de l'Europe. Hein. C'est souvent les arguments qui sont mis en avant. Mais pourquoi cette volonté d'un leadership franco-allemand ? Est-ce que, en tout cas, ce renouveau et cet axe franco-allemand est-il aussi important ? Est-ce que c'est pas une façon aussi un peu d'exclure le reste de l'Europe ? Vous savez, c'est toujours très ambigu sur le franco-allemand. D'un côté, si les Français et les Allemands ne s'accordent pas sur les questions très importantes comme la réforme de la zone euro, rien ne bouge. En même temps, si on fait avancer l'Europe parce que le couple franco-allemand fonctionne, les autres disent attention, ne nous oubliez pas. Du coup, c'est dans l'ambigu. Du coup, à mon avis, il faut trouver les accords entre l'Allemagne et la France, mais inclure les autres. Ça doit être un processus inclusif. Et il y a ces malentendus entre la France et l'Allemagne. Vous savez, en Allemagne, on a toujours l'impression que l'euro est là pour prendre notre argent. Je simplifie. En France, c'est souvent, on a l'euro pour la domination de l'Allemagne, alors que ni l'un ni l'autre est complètement vrai. C'est beaucoup plus compliqué. Et de sortir de ces clichés, de cette idéologie, on peut le faire qu'ensemble. Alors, les Verts en Allemagne, vous avez connu une progression vraiment intéressante ces derniers mois. Comment est-ce que vous percevez ce que fait en ce moment donc Yannick Jadot, vous avez mentionné tout à l'heure à la tête de Europe Écologie Les Verts. Est-ce que vous pensez, quel regard vous portez sur ce début de campagne ? Est-ce que vous pensez qu'il peut gagner des points en France ? Oui, je pense. C'est quelqu'un qui est toujours resté fidèle à ces deux combats. C'est l'Europe, c'est l'écologie. C'est quelqu'un qui dit la même chose à Bruxelles, à Paris, à Rennes. Et je pense que c'était bien d'aller lancer la campagne dans un village où ils ont démontré que la transition écologique et le social et le commun, ça va ensemble, que ce n'est pas des contradictions, mais que c'est la bonne voie à choisir. Je pense que ça, c'était un bon signal de ne pas être à Paris, mais de se déplacer, d'aller en zone plus rurale, etc. Moi, je pense que c'est ça ce qu'on a fait aussi, nous. C'est de montrer, de donner envie du futur, de dire il ne faut pas choisir. On peut vraiment écologie, sociale et l'Europe, ça va ensemble. Et on a fait de bonnes expériences avec ça en Allemagne. En même temps, vous êtes connu pour votre pragmatisme. Les Verts d'aujourd'hui, on parlait tout à l'heure dans le sujet des fondamentalistes, les fundistes et les réalistes. Et comment vous situez les Verts en France ?
Mais les Verts en France, ils sont toujours en train de se chercher aussi. C'est un et de se disputer aussi. Et se disputer, comme d'ailleurs chez nous, c'était pendant très longtemps aussi l'agenda. Mais ce qu'on a réussi à faire en Allemagne, c'est de dire on reste très convaincus de nos objectifs. C'est sauver le climat, c'est d'avoir plus des meilleurs services publics, etc., de sauver l'Europe. Et en même temps, de dire on est plus souple sur le chemin pour y parvenir. De dire il y a un chemin A et il y a un chemin B. Mais pour nous, ce qui est important, c'est d'y arriver. Et avec un partenaire, on prendra un chemin A. Avec un autre partenaire, ce sera un chemin B. Et cette souplesse sur les chemins, et en même temps d'être très clair et dur sur les objectifs, je pense que c'est ça ce qui nous a permis d'avancer. C'est ce que vous lui conseillez à Yannick Jadot, de rester sur cette ligne dure. On voit qu'il refuse les autres partis de faire une alliance avec d'autres partis de gauche, etc. C'est les conseils que vous lui donnez parce qu'il voudrait tirer expérience du succès des Verts allemands, lui. Non, mais moi, je pense qu'il ne faut pas être dur sur le partenaire, mais être dur sur le contenu. D'être vraiment très clair. C'est ça ce qu'on ne négociera pas. Ça, par exemple, pendant les négociations de Jamaïque de l'année dernière, on disait... C'est-à-dire avec le FDP et la CDU. On parle toujours en drapeau en Allemagne pour les coalitions. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Mais, couleur des partis, peut-être, non? C'est ça, non? Oui, c'est la couleur des partis, mais pourquoi on utilise les drapeaux, je ne sais pas. Mais, voilà, ça, c'était le drapeau Jamaïque. On était très clair qu'on n'assisterait pas à un gouvernement sans la sortie du charbon. Et ça, c'était très clair, très net. Et tout le monde savait, sans ça, pas de gouvernement avec les Verts. Mais pour y arriver, comment on va faire la transition sociale, etc., on disait, on est prête à discuter avec vous. Du coup, je pense ça de trouver des chemins ensemble avec des partenaires. Et de temps en temps, ça peut être d'autres chemins. Ça dépend des partenaires. Mais d'arriver à l'objectif, c'est important. Alors, comment, juste par rapport au succès justement actuel des Verts allemands, comment vous expliquez par exemple qu'en Bavière, votre parti, les Verts, soit passé très largement devant le SPD, donc la social-démocratie, avec une poussée certes de l'extrême droite, l'AfD, mais que finalement beaucoup de conservateurs, manifestement d'électeurs qui votaient CSU, sont venus voter pour les Verts. Comment vous expliquez cette alchimie qui nous échappe un petit peu, effectivement, vu de France? C'était intéressant pour nous aussi parce qu'on a gagné autant de voteurs de la CDU que de la SPD et aussi de Link, etc. Du coup, on a gagné des voteurs de tous les autres parts, vraiment de partout. Des voix. Des voix, excusez-moi, des voix de tout le spectre politique. Et nous, ce qu'on avait fait, et ce qu'on a fait aussi à Hessen, c'est de dire on tient un discours positif. On dit ce qu'on veut, on arrête de taper sur les autres, on traite les problèmes de nos concitoyens, c'est-à-dire le problème des loyers. Par exemple, à Munich, c'est incroyable, on ne trouve plus de logements, c'est inabordable. Les transports publics, la santé, l'école, etc. Et de donner des réponses concrètes et d'arrêter d'être juste dans le petit politique. Vous ne parlez pas de migration, par exemple, manifestement, ce n'est pas du tout dans vos priorités, contrairement à l'extrême droite, quoi. Non, tout à fait. On a dit il y a des problèmes et des obstacles dans l'intégration locaux et il faut les traiter. Il y a, par exemple, pour l'intégration dans le marché de travail, il y a des vrais obstacles. Il ne faut pas fermer les yeux, mais c'est faisable. On y arrivera si on veut. Et on a dit, si on fait que parler de la migration et on arrête de parler des autres problèmes, mais on loupe, on lâche les gens. On ne peut pas le faire. Il faut traiter des vraies questions aussi. Mais ça ne marche pas partout dans l'Est du pays. Donc, il va y avoir des élections régionales en 2019. Est-ce qu'il y a ce risque que l'AfD continue de progresser dans l'Est du pays ? Puisque les intentions de vote leur donnent quelques 23%. En Saxe, par exemple, en Thuringe. Mais pour l'instant, il stagne. Voilà, il stagne. Je veux juste dire, heureusement, pour l'instant, il stagne, mais on peut pas. Chez les indécis, c'est eux qui prennent le plus. Chez les indécis, par exemple, et chez les abstentionnistes, plus que les Verts, parce que eux ont eu une ascension très très rapide en 5 ans. Ils se sont mis à exister en 5 ans. Les Verts, vous existez depuis des décennies, depuis les années 70. On a eu du mal à 1980. Oui, d'accord. On a eu. C'est pas à l'est, c'est l'autre partie de notre parti, c'est Bündnis 90 die Grünen. Du coup, c'est l'Alliance 90 avec nous. Et on a été plus faible à l'est depuis très longtemps. C'est pas quelque chose de nouveau. Et je veux dire, ce qu'on a fait, nous, c'est d'aller vraiment parler aux gens. On fait ça partout, mais on a fait vraiment un effort spécifique
pour l'Allemagne de l'Est. Et ce qu'on réalise, on commence, et souvent les premiers sujets, c'est les réfugiés, on en a marre, on continue. Et les sujets qui sortent, c'est chez moi, il y a juste un bus, c'est le bus pour aller à l'école. Quand il y a les vacances, il n'y a plus de bus du tout. Comment je ne peux pas me bouger sans prendre la voiture? Chez moi, il n'y a plus d'hôpital, il n'y a plus rien. Voilà, c'est ça ce qui sort. Moi, je n'arrive plus à trouver un logement où je peux vivre avec toute ma famille. C'est parce que les problèmes de gilets jaunes. C'est les problèmes des gens, je veux dire. Et si nous, les élus, on ne les traite pas, on ne donne pas des réponses, mais on les laisse à l'AfD, on les laisse à l'extrême gauche, à l'extrême droite. Du coup, notre approche, c'est vraiment de dire, on écoute très bien, on les écoute, on y va. Et leur peur, leur inquiétude, c'est ça ce qu'on va adresser. Et on va mettre, je veux dire, dans le cadre aussi la question de la migration, mais c'est qu'une après des autres aussi. Ça reste plus la seule à traiter. C'est assez frappant quand on va en Allemagne de l'Est, dans les nouveaux Länder, 30 ans après la chute du mur d'ailleurs, on constate que pas mal de gens, en fait, notamment ceux qui votent pour l'extrême droite, pour l'AfD, se sentent plus proches de la Hongrie de Viktor Orban ou de la Pologne de Jaroslaw Kaczynski que de l'Allemagne de l'Ouest ou de régimes démocratiques à l'occidental. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette espèce de grand écart qu'on sent très très fortement en ce moment, je trouve, même dans les nouveaux Länder? Mais vous savez, ils ont quand même aussi une histoire commune. Ils ont survécu une dictature aussi dans tous ces États-là. Et il ne faut pas oublier que les transitions démocratiques, ça prend toujours un temps. Et qu'aujourd'hui, dans les institutions de l'Allemagne de l'Est, il y a encore des gens qui ont déjà travaillé sous la DDR et des gens qui ont grandi dans un autre système démocratique, qui ont grandi dans un autre système, et que le changement en 89 pour beaucoup était très abrupt. Ils en ont perdu beaucoup. Il y en a qui ont dû changer de carrière, qui ont perdu tout, l'emploi, etc. Du coup, je pense que l'Allemagne de l'Ouest a aussi fait l'erreur de ne pas donner plus de valeur à ce processus de changement que chaque individu a fait. C'était curieux incroyable. parce que tout de même, Angela Merkel vient de RDA, vient de l'ancienne RDA. Oui, mais elle n'est plus tellement la représentante de ces régions-là. Je voudrais poursuivre cet entretien, Franziska Brantner, avec un clin d'œil. Un petit extrait de son reportage réalisé par Anouk Burel de l'agence Babel Press. On va donc reparler des Grenonen. Il s'appelle « La drôle de vie de Mr. Green ». Il a été diffusé sur France 2 cette semaine. Il n'y a rien ici qui vienne du supermarché. Tout ce qu'il y a ici, je l'ai fait pousser dans mon jardin ou je l'ai glané dans la nature, dans des espaces publics ou dans des parcs. C'est son nouveau défi. Passer 1 an à se nourrir uniquement d'aliments qu'il a produits ou récoltés lui-même dans la nature. L'heure de dire adieu à tout ce qui provient des magasins. Pour information, lui, il n'a pas de carte de crédit, il n'a pas de compte bancaire, il ne vit que d'échanges, de pêche et de cueillette. C'est un vrai militant de ce qu'on appelle la décroissance. Vous, les Verts allemands, vous vous accommodez de l'économie de marché, donc d'une certaine manière, on peut dire de la société de consommation. La décroissance, c'est absurde selon vous ? Pour nous, c'est toute une question de définition de croissance. Pour nous, il y a une vieille définition de croissance qui est basée juste sur le PIB, sur le produit international intérieur brut. Et pour nous, la production de richesse. Sur la production de richesse. Et si on crée de la pollution, ça peut créer de la richesse. C'est ce qui est absurde. Du coup, pour nous, on a trouvé d'autres définitions de croissance où il y a le bien-être social qui est dedans, l'environnement qui est dedans, etc. Du coup, on redéfinit ce que la richesse et que c'est une richesse publique après. Du coup, pour nous, on croit, par exemple, que dans le futur, la mobilité sera différente, mais il y aura des voitures, mais des voitures propres. Qu'elles sont électriques ou d'autres, on n'en sait encore pas, mais du coup, pour nous, c'est pas nécessairement de dire il faut tous aller vivre dans la forêt. Je pense qu'on ne fera pas, mais on pourra vivre aussi dans les villes, etc., mais d'une manière plus écologique. Du coup, nous, on y croit. Éco-responsable.
Plus éco-responsable. Plus éco-responsable, tout à fait. Et au social, pour nous, ça va vraiment toujours ensemble. C'est un combat commun. Et je vous donne un exemple à Hessen, où on a aussi gagné dans les élections, mais on a déjà été au gouvernement, autour de Francfort, c'est la région. Et on a vraiment renforcer, améliorer les services publics, les transports publics, etc., l'accès à des marchés locaux, à la production régionale, etc. Et ça améliore, ça ne baisse pas la croissance, mais c'est un autre un autre mode de consommation. Alors Philippe. De ce point de vue-là, comment vous jugez le bilan environnemental, on va dire, d'Angela Merkel? Elle est encore au pouvoir, ça fait longtemps qu'elle y est, bientôt 14 ans. Elle est quand même sortie du nucléaire, ce que demandaient les écologistes allemands. Bah, si, elle est réentrée d'abord. Elle est réentrée et elle est ressortie au moment de Fukushima, ça a été en 2 temps effectivement. Mais quel est c'est quand même une chancelière très pro-automobile, même si ces automobiles parfois polluent. Tout à fait, mais Merkel... Il y a quelques scandales à la clé sur... Oui. Elle aurait bien aimé d'ailleurs s'associer aux écologistes, on l'a vu effectivement, elle aurait bien aimé faire un moment éventuellement tenter une alliance. Mais Angela Merkel, elle a toujours un mode d'action que j'attends le plus longtemps possible. J'évite de prendre des pas, des mesures un peu plus difficiles. Et au moment où je ne peux plus du tout, je le fais. Et je fais trop peu. Et c'est la même manière pour l'écologie, pour l'euro, etc. C'est pareil avec la sortie du nucléaire. D'abord, elle réentre dans le nucléaire. Qui avait été décidé par Schröder et nous, les Verts et les écologistes. Du coup, on avait une belle sortie prévue, pas trop chère. Elle réentre le nucléaire. Il y a le Fukushima. Elle réalise que la volonté politique en Allemagne, c'est vraiment plus à l'acceptation du nucléaire. Du coup, elle ressort du nucléaire à un coût tellement plus élevé qu'avant, avec des difficultés après de remettre tout en place. Du coup, c'est un peu pareil. Et maintenant, sur les énergies renouvelables, son gouvernement a mis des freins, mais à chaque moment. Du coup, on a plus d'émissions CO2 maintenant qu'autrefois. C'est dommage, on est plus à la baisse. Est-ce qu'il n'y a pas un vrai problème de définition de la politique environnementale à l'échelon européen? Parce que je ne sais pas quel regard vous portez sur le nucléaire français, mais comment ces thématiques peuvent avancer dans des pays où la question est gérée aussi différemment? Moi, je pense que l'Europe a un ajout pour tous les États membres. Si on veut vraiment sortir du nucléaire, pour nous aussi du charbon, etc. Mais il faut investir ensemble. Et il y a un exemple concret, c'est la production des cellules de batteries, etc. Autrefois, c'était produit en France, en Allemagne, etc. Aujourd'hui, ce sont que les Chinois qui le font. Et nous, on rate ce développement technologique, mais qui sera important pour la sortie charbon nucléaire, etc. Et pour les voitures de demain. Voilà, il faut... Du coup, et c'est cher si on veut le garder en Europe. Du coup, pour notre proposition, c'est de dire les Français, les Allemands, les Dutch, etc., on investit ensemble pour avoir une production de cellules, par exemple, de batteries, etc., en Europe, pour avoir le progrès technologique ensemble. Il y a aussi le train qui est plus favorable que la voiture, le développement du train. Quelle est votre position sur sur Siemens et Alstom qui essayent de se rapprocher et qui voient finalement l'Union européenne peut-être mettre un frein à ce rapprochement pour des histoires de concurrence? Mais cette question de concurrence européenne est intéressante parce que c'est pas juste pour Siemens et Alstom, c'est que la Commission a la tâche de réguler la compétition au continent européen. Et bien sûr, si on prend Siemens et Alstom ensemble, il n'y aura plus tellement de concurrence européenne. Mais si on regarde la concurrence mondiale, il y a tout le sens de rallier Siemens et Alstom quand on regarde le monde. Du coup, mais la Commission, elle a un mandat. Du coup, c'est au gouvernement de changer le mandat. Mais du coup, vous, les Verts, vous êtes pour quelle option? Nous, on a une option où il y a un rassemblement, mais avec des conditions, avec des conditionnalités sur des marchés qui sont plutôt vraiment encore européens. Du coup, c'est un peu différencié. Mais on voit l'atout de créer un acteur global. Je voudrais revenir sur Angela Merkel. Vous dites qu'elle fait toujours... trop tard et trop peu. Mais écoutez ce que disait Daniel Cohn-Bendit, que vous connaissez bien, dont vous avez parlé, qui a été un élu de votre formation politique, à son propos au moment de la sortie du nucléaire. Là où elle a été impressionnante, c'est Fukushima, c'est-à-dire après la catastrophe au Japon. Et elle dit, je me suis trompée sur le nucléaire, on ne peut pas le maîtriser.
Et ça, c'était impressionnant parce que c'est la seule responsable de gouvernement, le seul chef d'État, la chef d'État, qui a tiré les conséquences à chaud de Fukushima. Elle vous a bluffé quand même à ce moment-là, en 2011, quand elle décide, alors que les autres pays ne font rien en Europe, de sortir du nucléaire, Angela Merkel? Non. C'était tellement, je veux dire, la pression du public allemand était tellement forte que c'était presque pas possible pour n'importe quel gouvernement de rester avec le nucléaire en Allemagne. C'est opportuniste pour vous? Je ne sais pas si c'est opportuniste, mais en même temps, ça montre comment elle réagit. Angela Merkel, pour moi, elle n'a pas de vision. Si vous me demandez quel est le projet européen d'Angela Merkel, mais je ne peux rien vous dire. Si vous me demandez le projet Angela Merkel pour l'Allemagne, mais je ne sais pas. Mais elle gère. Cette semaine, elle a reçu un grand prix international pour la paix et la compréhension internationale. Un prix qu'a reçu Bill Clinton, mais aussi Nelson Mandela avec la Wawel. Sur la scène internationale, elle est reconnue. Ça fait 14 ans qu'elle est au pouvoir. J'aimerais quand même avoir votre sentiment sur ces 14 années de pouvoir. Qu'est-ce qu'elle représente quand même pour vous, Angela Merkel? Pour moi, c'est une bonne gestionnaire. Elle arrive à gérer les crises, à calmer les hommes toujours un peu plus exaltés. Ça, c'est sa qualité. Mais pour moi, en ce moment, l'Europe a besoin de plus. On a besoin de leadership, de courage, d'aller en devant, de ne pas juste réagir. Elle n'est pas courageuse. Elle n'est pas courageuse pour moi. Comment vous percevez celle qui pourrait être son successeur, voilà, Annegret Kramp-Karrenbauer? C'est le courant centriste de la CDU qui l'a emporté. Vous vous distinguez comment par rapport à cette personnalité? Annegret Kramp-Karrenbauer, oui, c'est aussi difficile pour nous. Alors on dit Akaka Oui, mais c'est pas très poli. Du coup, pour nous, elle n'est pas encore très bien cerner sur ses positionnements. On l'a dit plus social? Plus social, oui, mais c'est plus à gauche sur les questions sociales, plus à droite sur les questions sociétales, mais sur le plus à gauche sur les questions sociales, je veux encore le voir. Du coup, pour nous, c'est pas encore très sûr si ça. Je pense pas du tout qu'elle sera la même que Merkel. Ceux qui disent c'est juste Merkel 2, à mon avis, se trompent. Elle a un autre caractère, c'est une autre personnalité. Et c'est quoi la différence alors? Je pense qu'elle a des projets. Elle est beaucoup plus. Elle a plus de vision. Je pense que pour elle, par exemple, c'est une vision plus conservateur de l'Allemagne. Elle est plus claire sur ces questions-là que Merkel. Mais son côté social, pour ce qui est de l'Europe, ça pourrait pas être plus gérable? Sur l'Europe, je n'ai pas encore entendu des choses très concrètes de sa part. Vous voyez gouverner avec la CDU de Annette Kramp-Karrenbauer à l'avenir, de même qu'il y a failli avoir une alliance entre les Verts et la CDU de Mme Merkel? Nous, les Verts, on n'exclut aucune alliance avec les partis démocratiques. On exclut bien sûr avec l'extrême droite, etc. Mais on a dit qu'en ces moments durs pour la démocratie libérale, on ne peut plus se permettre de ne pas s'allier ou de trouver des compromis pour faire avancer notre pays, l'Europe. Et surtout pour le climat qui, à notre avis, ne peut pas attendre les meilleures alliances possibles. Si on veut vraiment sauver le climat, on ne peut pas attendre à avoir une majorité telle qu'on l'aimerait avoir. Du coup, pour nous, ça dépendra de la CDU, de voir les compromis qu'ils sont prêts à faire avec nous. Sur les questions environnementales, ça veut dire sortir du charbon le plus vite possible, voilà, 2030, plus rapide qu'en ce moment. Sortir de l'automobile polluante diesel, par exemple. Exactement, de faire pareil que la Suède. Sacrée révolution pour l'Allemagne, sortir du diesel. De sortir comme de faire la Suède ou la France, de dire jusqu'à cette date-là, vous avez encore le temps de produire les voitures conventionnelles. À partir de là, ça y est, c'est fini. Et aussi sur le social, d'investir plus dans les services publics, d'investir plus dans l'éducation, de lutter contre la pauvreté des enfants en Allemagne qui est très très grande. C'est absolument absurde de se battre plus pour l'Europe, plus de solidarité au niveau européen. Ce sont nos projets clés où on ne cédera pas. Après, il y aura d'autres aspects où on ne gagnera pas, c'est clair. Comme on est à 4 mois des élections européennes, est-ce que vous avez l'impression qu'il est possible qu'on débouche sur un environnement qui ressemble un petit peu à ce qui s'est passé en Allemagne, c'est-à-dire des grands partis classiques en déconfiture et d'autres partis comme le vôtre, mais aussi peut-être l'extrême droite qui progresse dans ce Parlement et un total bouleversement de ce Parlement de Strasbourg?
Je pense qu'un bouleversement, a priori, ne doit pas être négatif. Je pense que la gouvernance de la grande coalition n'est pas bonne au niveau fédéral chez nous en Allemagne, ni au Parlement européen. Et du coup, s'il y aura d'autres majorités, tant mieux. Maintenant, après, quelle majorité? Et là, nous, on se lutte pour une majorité progressiste qui veut changer le statu quo, qui dit il faut avancer, il faut plus d'écologie sociale, démocratie. Et du coup, moi, je suis plus optimiste aujourd'hui qu'il y a 6 mois. Je vois des développements qui sont positifs en Pologne. Chez nous, l'AfD, l'extrême droite, qui est en stagnation ou même en recul. Je vois d'autres pays aussi, en Espagne, etc., où on a des pas positifs. Du coup, je suis plus optimiste. J'ai l'impression aussi le Brexit nous aide un peu à démontrer où on va si on divise nos sociétés et l'Europe. Du coup, j'ai l'impression qu'on peut y arriver à avoir d'autres majorités que juste la grande alliance au Parlement européen. Et alors, justement, vous parlez du Brexit. Pas de renégociation. On dit les Européens, Angela Merkel l'a dit aussi, puisque c'est ce que demandait le Parlement britannique, de l'accord qui a été convenu. On s'achemine vers une sortie du Brexit le 29 mars. Vous avez déclaré votre flamme aux Britanniques dans une tribune il y a quelques jours dans le Time. Qu'est-ce qui va se passer? Que faire maintenant alors? On renégocie pas, on sort sans accord? Moi, je pense qu'il faut être maintenant comme Européen, c'est d'être très franc avec les British. Il ne faut surtout pas donner d'espérance qu'on ne pourra pas réaliser. Et j'ai toujours pas encore l'impression que la demande du Parlement britannique est très précise. Ils veulent des alternative arrangements, des arrangements alternatifs. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut bien être? Ils nous ont toujours pas encore dit. Du coup, à mon avis, il faut vraiment le remettre sur la table en disant... Vous devez réaliser que la paix en Irlande, c'est aussi lié à l'Union européenne. Si vous voulez avoir accès au marché européen, mais les standards sociaux, environnementaux vont avec. Et pour eux, je sais que c'est dur à accepter pour eux. Mais vous êtes aussi intransigeante. Pas de renégociation de il faut être précis, parce que nous, on ne veut pas une renégociation où à la fin, il y aura plus de droits pour les British et moins d'obligations pour eux. Ça ne va pas. Si les British décident tous, on veut avancer avec plus de droits et plus d'obligations, bien sûr, on peut renégocier. Mais on ne peut pas faire le décalage entre droits et obligations. Et on ne peut pas mettre une date à la paix en Irlande. On ne peut pas dire maintenant la paix, encore 5 ans, et après, on verra. Et au fond, vous êtes maintenant convaincu que le Brexit aura bien lieu, ou vous espérez au fond de vous-même que le Brexit, finalement, ça déraille et qu'on garde les Britanniques? Bon, l'espoir est toujours fort, hein, mais et j'ai l'impression quand même... que le débat est douloureux. À Londres, partout, ça divise les familles, ça divise les amis, les amitiés. Du coup, j'ai l'impression que le processus de réconciliation ne sera pas demain. Du coup, s'ils reviendront, je pense que ça ne va pas être tout de suite, mais peut-être dans le futur. Mais je n'ai pas abandonné la Grande-Bretagne en total. Que va changer le Brexit concrètement pour les Européens continentaux, comme les Allemands, les Français? Qu'est-ce qui va être la grande différence, à votre avis? Une Europe un peu moins libérale? Qu'est-ce qui va changer dans l'ADN européen sans les Britanniques? C'est un grand pays qui sort. Hein. Ça, c'est sûr que c'est différent que si le Malte sortirait. Du coup, c'est un pays qui a souvent bloqué des avancées qu'on voulait, mais aussi qui était quand même très important, par exemple, pour la politique étrangère ou de défense. Du coup, pour moi, c'est un bilan mixte. C'est pas que ça va être plus facile, plus difficile. Je pense qu'on aura encore du mal à voir sans les British. Et si vous me permettez, le slogan de la campagne du Brexit, c'était « Take back control ». Et moi, je trouve quand même incroyable à voir que s'il y a une chose qui n'existe plus en Angleterre en ce moment, c'est le contrôle. C'est le chaos, c'est la division, et que les populistes ont divisé un pays. Ils l'ont vraiment mis au bout du souffle. Du coup, pour moi, chacun qui veut avoir un exemple d'où nous amènent les populistes, il peut aller voir en Angleterre. Il nous reste quelques minutes avant la fin de cet entretien. Nous avons évoqué la question du nucléaire civil, mais quelques minutes pour évoquer le nucléaire militaire et la décision de Donald Trump puis de Vladimir Poutine ce samedi de se retirer du traité de désarmement nucléaire que les États-Unis et l'URSS à l'époque, en 1987, avaient signé, ce fameux accord FNI. En fait, son objectif, c'était de mettre un terme à la course à l'armement, et notamment sur le sol européen.
Que valent les traités aujourd'hui au niveau international? En général, ou ce traité? Enfin, il y a eu l'accord sur le nucléaire iranien. Voilà. Moi, je pense qu'il faut... Parce que vous avez beaucoup milité pour le traité franco-allemand d'Aix-la-Chapelle. Oui. Moi, je crois encore dans le droit. Vraiment, je crois qu'on y reviendra. Mais c'est clair qu'il y a des ennemis très, très durs des deux côtés. Et c'est pas juste Trump maintenant qui a mis le traité en cause, c'est la Russie avant. Du coup, c'est compliqué. C'est les deux qui mettent en cause le traité. Et c'est l'Europe... Et Poutine a dit dommage pour les Européens, parce qu'au milieu, bien sûr, sur ce traité, oui, sur les forces nucléaires intermédiaires, c'est vraiment les Européens qui sont sur l'européen. Mais vous savez, ce dommage de Poutine, j'y crois pas trop, parce que c'est quand même lui aussi qui a déclenché toute cette dynamique en développement des nouveaux armes. Du coup, je crois pas qu'il a vraiment pitié avec nous. Son intérêt aussi, son intérêt est d'affaiblir l'Union européenne. Du coup, mais ça vous inquiète du coup la mort, la quasi-mort de ce traité? Oui. Parce qu'effectivement, ça va représenter une nouvelle menace, notamment de la part des Russes vis-à-vis de l'Europe. Je ne pense pas qu'on entrera dans la même logique des années 80. Hein. Moi, avec les SS-20 et les Pershing. On n'est pas dans la même dynamique. Il y a les Chinois déjà, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, parce voilà, c'est ça la toile de fond. Hein. C'est la Chine qui, elle, produit déjà ces armes. Du coup, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, ma peur, c'est plutôt qu'on s'autodivise entre Européens. Que les Allemands vont faire une chose, les Polonais qui sont maintenant beaucoup plus, je veux dire, en ligne directe et proche de Trump, parce qu'ils ont plus peur de Poutine que nous. Il y aura les Français, les Danois de l'autre côté. Du coup, pour moi, le challenge maintenant, c'est de vraiment trouver une réponse européenne et d'ouvrir le débat aux Chinois, aux autres, de dire on sort de ce binôme Poutine-Trump, on élargit et on trouvera une réponse européenne. Il faut que les Européens plaident pour un traité, alors ça doit être global, mondial, international, sur les mêmes sujets, les missiles à moyenne portée, pour les interdire. Moi, je pense que c'est ça la voie. Ça ne nous sert plus de juste le faire entre les Américains. Deux pays. C'est les deux pays. Il faut l'élargir et il faut bien sûr qu'on arrête cette course aux armes qui, quand même, après, ça peut détruire tout notre continent. Toute petite dernière question, parce que vraiment il nous reste 1 minute. Vous êtes très sensible et vous en avez été en charge de la question des droits de l'homme. Et il y a eu un rapport de l'Institut allemand des droits de l'homme en décembre dernier qui dénonçait l'exploitation des étrangers en Allemagne, notamment les Syriens et les Irakiens qui ont été accueillis en 2015. Salaire inférieur au salaire minimum, heures supplémentaires non rémunérées, etc. etc. Votre parti, il s'est saisi de cette question? Oui, beaucoup. De ce rapport parlait de tous les étrangers, aussi des citoyens européens, des Roumains, des Bulgares, etc. Et des Sud-Américains. Et des Sud-Américains. Il y a du transport, dans le secteur transport, etc., de construction. C'est l'exploit énorme. Mais en quelques secondes, parce que nous sommes à la fin. Nous, on veut plus de précision sur les termes du salaire minimum, qu'est-ce qui peut être compté pour. Il faut plus de contrôle, parce qu'on contrôle très très peu en Allemagne en ce moment. Il faut finir avec cet abus des citoyens qui vivent chez nous. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, Franziska Brantner, d'être venue ici à Paris, sur ce plateau de TV5 Monde, pour répondre aux questions de Sophie Malibaud de RFI et de Philippe Ricard du journal Le Monde. Merci à vous tous pour votre fidélité. Merci à Anne-Sophie Pierry et Carla Boy pour la préparation de cette émission. Et à notre réalisateur Philippe Sommet, ainsi qu'aux équipes de TV5 Monde. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'International. À très vite.